Alors, au nom de Main-d'œuvre et du Mans 93, je voudrais remercier Laurent et Street Arthur d'avoir bien accepté de modérer et de monter en fait, cette table ronde autour des tiers-lieux, du territoire, des pratiques artistiques et des liens. Merci Laurent, je te laisse présenter la table ronde. Merci Nico, merci à tous d'avoir accepté l'invitation sur ce créneau. Moi, je sais que certains d'entre vous ont des obligations, vont devoir quitter la table ronde un petit peu avant la fin. Il n'y a aucun souci, hein, si vous avez des obligations, on comprend complètement. La thématique de la table ronde, ça va donc être les tiers-lieux et le territoire. Et bien sûr, les interactions, les relations qu'il y a entre les deux. Comment l'un s'intègre avec l'autre, comment l'autre facilite l'action du premier. L'idée, c'était de vous regrouper autour d'une table avec toutes vos expériences diverses et variées sur les différentes typologies de tiers-lieux et expériences qui sont à la fois côté tiers-lieux et côté territoire pour essayer de faire émerger les bonnes pratiques qui permettent de favoriser l'action justement des territoires et de permettre que le tiers-lieu rayonne au mieux autour de ses publics. Alors peut-être une première première approche pour commencer, c'est peut-être de définir les tiers-lieux, peut-être de commencer par les différentes typologies de tiers-lieux. C'est un terme qui est beaucoup utilisé, hein, de Starbucks jusqu'à ce que vous voulez, on considère ça des tiers-lieux. Vous représentez tous un petit peu des structures différentes. Peut-être que Main-d'œuvre et 6B ont des choses en commun au niveau de la culture. Vous êtes occupé de projets différents. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par faire une présentation des différents tiers-lieux, de ce qu'on met derrière cette définition de tiers-lieu? Est-ce que vous pourriez vous présenter, parce que je ne sais pas Bien sûr, en fait j'allais vous proposer un tour de table et peut-être commencer par Juliette, qui est la directrice de Main-d'œuvre, où on se trouve et qui nous accueille pour cette conférence. Bonjour. Est-ce qu'on... Juliette Bonpoint, la directrice de Main-d'œuvre. Adelziane, je suis habitant de Saint-Ouen depuis une dizaine d'années. J'ai été trésorier de Main-d'œuvre, je ne suis plus. Et aujourd'hui, je suis adjoint au maire de Saint-Ouen en charge de l'urbanisme, de l'aménagement et des finances. Et aussi vice-président à pleine commune en charge de l'aménagement et de l'urbanisme. Et la question des tiers-lieux, c'est un vrai sujet sur notre territoire. Jean-Baptiste Roussat, je suis tombé dans le milieu des tiers-lieux en tombant à Marmite, au grand voisin en 2015. Je travaillais chez Plateau Rhin et je suis encore chez Plateau Rhin en ce moment. Et j'accompagne à côté en solo des projets, cette fois-ci plutôt au milieu rural ou de ville moyenne, accompagnés parfois par l'État ou par des collectivités. Donc ça peut donner aussi un petit contrepoint à des situations plus métropolitaines. Je suis Jean-Philippe Lucas, je travaille pour OnCodes, qui est une structure d'accompagnement de tiers-lieux culturels. On accompagne en développement, en modèle économique, on aide à favoriser la création de nouveaux lieux de bonnes pratiques dans nos territoires. Et aussi, je m'occupe de la gestion, de la co-gestion de tiers-lieux culturels, une zone sensible à Phénomène de Saint-Denis et à Saint-Denis. DOC dans le 7e arrondissement, plus récemment sur le projet de la récupération de la Fleur. Rémi Jacot, moi je suis directeur de la CIP, coopérative de 6B, et administrateur du 6B, donc de création et diffusion à Saint-Denis, de son structure résidente, de l'action culturelle, de la programmation artistique sur le territoire. Et un gros projet d'aménagement et de développement. Du village. Vous représentez tous, vous représentez et travaillé pour des tiers-lieux particuliers, on parlait de typologie de tiers-lieux. Avec la typologie, il y a aussi le type de public. Est-ce qu'on peut parler des différents publics que vous touchez? Est-ce que ce sont des locaux? Est-ce que ce sont des structures particulières? Est-ce que vous allez vers eux? Est-ce que ce sont eux qui viennent vers vous? Ce côté perméabilité du tiers-lieu par rapport à la population. Est-ce qu'on peut aborder le sujet par rapport aux différentes initiatives que vous avez eues? Je commence par toi, Juliette. Ouais, c'est qu'on comme ça, genre. Il y avait une perche qui était tendue. Déjà, tu n'as pas répondu à la première question de la définition des tiers-lieux. C'est vrai que ça, c'est un sujet qu'on débat depuis quelques années parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs termes et que là, d'un coup, la notion de tiers-lieu a commencé à faire l'unanimité. Et du coup, en tout cas, nous, on s'est beaucoup interrogé de dire est-ce qu'on est un tiers-lieu ou pas, oui ou non, est-ce que dans le tiers-lieu, il y a un tiers-lieu culturel, est-ce qu'on est mis tous dans le même paquet.
Donc en tout cas, sur l'histoire de main-d'œuvre, on était plutôt sur des terminologies de friche culturelle, des nouveaux territoires de l'art, avec le rapport extrait en 2001 qui parlait beaucoup de main-d'œuvre, avec voilà, un certain nombre d'appellations ensuite fabrique de culture, lieu intermédiaire et indépendant, pour dire qu'on était intermédiaire au sens de la carrière des artistes et au sens de l'hybridité du modèle économique. Et après, effectivement, le tiers-lieu, parce que c'est le mot qu'on utilisait dans nos réseaux européens, notamment Third Spaces, pour nous, c'est vraiment effectivement la pensée du tiers-usage, c'est-à-dire le lieu entre la maison et le travail, le lieu où tu as envie d'aller, où de te sentir un peu chez toi, et où tu vas partager des valeurs avec d'autres qui peuvent contribuer à réinventer le monde de demain. Donc ça, je pense qu'on était à peu près tous d'accord et que de toute façon, effectivement, il y a eu des familles de lieux qui se sont retrouvés dans cette identité. Et en tout cas, je pense que dans l'histoire de main-d'œuvre aussi, les fondateurs de main-d'œuvre venaient de deux courants assez différents qui aujourd'hui je sais pas comment dire, se déchirent un peu ces valeurs de tiers-lieu. En tout cas, nous, ce dont on a eu l'impression ces dernières années, c'est que dans la notion de tiers-lieu, il y avait deux prédateurs un peu dangereux pour la définition des tiers-lieux, c'est-à-dire un prédateur privé et un prédateur public qui commençaient à tous vouloir des tiers-lieux. Et du coup, on ne savait plus où on était dans ça, c'est-à-dire le prédateur privé, c'était plus un certain nombre d'entre nous, donc des fondateurs de main-d'œuvre, qui ont dit on n'a pas besoin des subventions, on va faire nos propres trucs, on n'a qu'à faire que de la loc, que du truc. Et puis ça dérive progressivement à une marchandisation du modèle économique, c'est-à-dire les prix montent, le prix de la bière monte, tout monte, et puis ça devient des lieux qui ne font plus que louer. Et qui ont du mal à porter un projet de fond, un objectif, savoir pourquoi ils font de l'argent en fait. Et ça, on a tous les lieux en tête pour se dire est-ce que vraiment ils défendent quelque chose. Alors oui, les gens qui l'habitent peuvent porter des projets passionnants, mais est-ce que c'est le lieu qui les encourage? Est-ce que c'est les gens qui habitent le lieu qui font le projet, ou est-ce que c'est le projet qui fait le lieu? Et là, on a débattu de ça. Et puis après, il y a la partie publique. Pareil, des courants progressivement qui ont dit mais c'est génial les tiers-lieux parce que ça coûte rien. Et on dit nous, en tout cas, on vient d'un courant artistique et culturel où on défend la création. C'est une politique d'offre et pas de demande. Ça veut dire qu'on va financer des projets qui fondamentalement sont déficitaires, où les artistes ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, agir dans les écoles, agir dans les quartiers, ça coûte de l'argent, envoyer des artistes partout dans la rue, le street art, etc., c'est pas gratuit. Enfin, il y a un truc qui est un sujet que nous on a voulu porter comme un objet final et qui est devenu un peu un moyen plutôt qu'une finalité. Et ça, en tout cas, voilà, je sais que nous, dans cette histoire de tiers-lieu, et heureusement, je pense qu'on a, à travers les réseaux forts qu'on avait installés autour de main-d'œuvre, on a réussi à garder une place dans ces tiers-lieux et à être reconnu, en tout cas, pour en faire partie, tout en étant un peu seul dans ce combat, de dire, voilà, c'est pas pour dire les tiers-lieux culturels, ils sont à part, parce que justement, l'entre-soi, c'est quelque chose dont on s'est beaucoup défendu. On ne veut pas vivre entre gens de la culture et les autres, ils n'ont rien compris. Au contraire, on a défendu des valeurs de droit culturel, où la culture c'est partout, c'est pour tout le monde. Et c'est là où j'en arrive à ta dernière question, qui était à quel public on s'adresse. Mais alors, pourvu qu'on s'adresse au plus grand nombre de l'entrepreneur qui croit que le monde est fait de plein d'argent et tout ça, jusqu'à celui qui n'a rien, et de dire pourvu qu'on arrive à tous les toucher ensemble et qu'ici ils se croisent, quoi. Et ça, voilà, je pense que c'est un enjeu de tous les publics, mais jamais on définit un public, on ne lui demande pas son code postal quand il rentre, on efface des frontières, on se bat pour ça. Donc on ne se dit pas qu'un lieu comme main-d'œuvre, il va s'adresser à tel ou tel public. Un lieu comme main-d'œuvre, il doit ou il peut s'adresser à tout le monde. Voilà, allez, à vous les gars. Je regarde la tête des choses. Ouais. Alors la parité sur cette table, on en parle pas. Je me sens un peu seule, j'avais dit, mais... Anna Oasis était censée être présente. Et il y a Dina, donc, qui est la délégation tiers-lieu à Pleine Commune, qui est passée et qui nous a pas trouvés. C'est pas vrai. Oui. Ah, mais mon fils Adam n'a pas récupéré sa sœur, alors là je vais trouver. On aurait dû être un peu plus vers la parité. Et puisque pour nous c'était une sorte de victoire d'avoir une
délègue tiers-lieu à peine connue, donc on est très content qu'elle ait cette délégation. Jean-Philippe, tu voulais... Je voudrais réagir sur ce qu'a dit Juliette. Après, moi, je suis entièrement d'accord sur l'historique des tiers-lieux, ce que c'est devenu et les risques qu'il y a pour le public. Et en fait, j'ai l'impression, le mot tiers-lieu, c'est qu'on a besoin de mettre des mots sur quelque chose. Et clairement, ce phénomène de un petit peu hybride, alternatif, il se passe plein de choses, en fait, on a du mal à le comprendre, on a du mal à le définir. On a trouvé un mot, le mot change tous les 4-5 ans. Là, on dit tiers-lieu, là, ça fonctionne. Et du coup, les gens ont besoin de le faire. L'État a besoin de faire un rapport tiers-lieu, il y a besoin maintenant, il y a des aides tiers-lieu aussi. Et du coup, c'est pour besoin de catégoriser, mais moi, pour travailler dans des lieux, pour accompagner des lieux, je connais très peu de lieux qui se définissent vraiment comme un tiers-lieu. C'est très rare que les lieux culturels, sociaux, se disent, voilà, je suis un tiers-lieu. Quand il faut répondre à un appel à projet pour avoir une subvention, on se dit tous tiers-lieu, évidemment. Mais dans les faits, ceux qui se définissent comme ça, c'est plutôt des gens qui veulent surfer sur tout ce mouvement, qui sont plutôt à vocation marchande et autres. Tu vois, les startups, on est à Merlin, il y en a plein qui disent, voilà, qui veulent faire des choses comme ça. Et du coup, c'est un peu différent. Et en fait, je pense que c'est un mot valise un peu fourre-tout, qui est difficile à faire. Et je pense que c'est plus intéressant de se dire qu'on a des lieux hybrides, où il se passe des choses, des lieux communs, enfin, c'est vraiment des choses qui sont en train d'évoluer. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas un besoin de définition ardu, c'est très spécifique parce qu'on n'arrivera pas à une certaine définition. Juste pour aller encore plus loin là-dessus, nous, on a vachement pâti du fait qu'on dise qui on était. Le regard extérieur qui dit voilà, vous êtes tel type de lieu, vous faites tel type d'activité et c'est ancré. Et effectivement, je rejoins Juliette sur tout ce qu'elle a dit. Je te rejoins aussi sur est-ce qu'on a besoin de se définir, comment on accepte cette définition. Bon, je pense qu'il clairement que ça ne s'accepte pas. En fait, on regarde finalement le projet et tu repars d'en bas en fait, pour voir qui on est réellement. Et c'est toujours très dangereux d'accepter de se laisser dire qui on est. Pour compléter le propos, on est relativement d'accord à ce stade-là. Je te rejoins sur le fait déjà qu'il y a des généalogies différentes. Là, il y a beaucoup d'acteurs qui ont antériorité dans le monde de la culture, beaucoup des tiers-lieux héritent des friches culturelles et de 20 à 25 plus années de réflexion et de pratique. Il y a le monde des hackerspace, tous les gens qui questionnent le rapport au savoir-faire et au travail. Ce qui, moi, étant plus récent dans le milieu, me marque, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui intègre peut-être plus ouvertement les problématiques qu'on appelle aujourd'hui d'économie sociale et solidaire, toutes les activités liées au métier de l'hébergement, du travail social, qui elles-mêmes sont en pleine révolution. Là, il y a les grands voisins, évidemment, où je dirais les différentes composantes, certaines marchandes, certaines non marchandes, étaient primordialement là pour faire de l'insertion. Mais ça, c'est des dynamiques qu'on voit finalement se multiplier, y compris en territoire rural, sur des fermes d'insertion qui, pour être dans l'air du temps, sont remis de tiers-lieu. Chose qui, en fait, avant, ne s'appellerait pas comme ça. Et tout ça pour dire aussi que ce qui me marque, c'est cet empressement de l'État, et je dis bien de l'État, qui en ce moment donc, a inspiré une association nationale, France Tiers-lieu, a fait piloter ça par la mission numérique. On voit aussi qu'il y a différentes cultures d'entreprise à l'œuvre qui ne sont pas forcément convergentes, puisque le numérique, c'est pas la culture, historiquement, dans un gouvernement. Et qu'aujourd'hui, on demande littéralement aux tiers-lieux de tout faire sur un territoire, à tel point qu'on leur demande de fabriquer les territoires. Moi, je suis président d'un tiers-lieu qui a été labellisé fabrique de territoire. Le terme m'emmerde beaucoup, parce que c'est pas vraiment notre mandat. Déjà, on est là pour faire vivre une idée, faire vivre un lieu, et peut-être aider un territoire à se projeter dans l'avenir, mais pas du tout le fabriquer. On leur demande d'encaisser certaines failles de l'action publique. Les tasses désinvesties, il n'y a plus de postes, et des trucs comme ça en milieu rural. Les tiers-lieux sont priés d'inventer les solutions. Pour les quarts de ville. Il y a des vieux qui meurent tout seuls. Merci les tiers-lieux de faire le possible, et ainsi de suite. Je vous renvoie à toutes les demandes de l'État dans le cadre de ces fabriques de territoire. C'est une sorte de liste à coche où on est un peu tenté quand même de vouloir tout cocher, soit parce que personnellement on voudrait le faire, soit parce qu'on sait que le financeur derrière va regarder ça. Ça et la nouvelle tendance à évaluer les projets, c'est quand même aussi une grande nouveauté, à mon
sens des dernières années, et c'est une tendance lourde, c'est-à-dire maintenant on va vers une culture de l'évaluation qui était quelque part absente du monde des tiers-lieux il y a une dizaine d'années. Mais qui venait d'une volonté de mesurer l'impact social, quoi. Voilà, mais mesurer pour financer ou mesurer pour corriger. C'est toujours la tension en ce moment. Et ça culmine avec Machaut qui imagine que tous les cœurs de ville auront un quartier créatif. Voilà, toutes les villes moyennes, voilà. Autant un quartier créatif. Avant d'avoir. Non, elle n'imagine pas, elle espère. Et après, ça dépend combien de millions d'euros elle va mettre. Avec le territoire, faire que chacun trouve sa place et faire en sorte que ça fonctionne ensemble. Chacun peut présenter, on a parlé de typologie de tiers-lieux et des structures un petit peu différentes. Est-ce qu'on pourrait identifier un tronc commun? Est-ce que ça peut être une distinction par rapport au modèle économique? Je sais qu'on a Adèle qui est ici, donc qui est élu de Saint-Ouen, mais qui est ex-trésorier de main-d'œuvre. Avec cette double casquette, il pourrait nous éclairer peut-être sur la question du modèle économique, en tout cas de main-d'œuvre. On pourra passer ensuite à vos expériences. 3 petites remarques comme ça. Là, par rapport à ta question initiale, c'est quoi un tiers-lieu? J'en demandais à Juliette, mais quand est-ce que ce mot est sorti en fait? Avant, on appelait ça des friches, des zones d'urbanisme transitoire, enfin, il y avait plein de définitions. C'était plutôt. Tiers-lieu, c'est sorti il y a 3-4 ans. Ça s'est institutionnalisé, maintenant il y a des colloques, des conférences, etc. Moi, c'est vrai, des lieux comme main-d'œuvre, j'en ai pratiqué 3. Ouais. J'avais les moulins à Paris, à l'époque, c'était dans les années, fin des années 90. Moi, la première expérience que j'ai eue de ce lieu, c'était de rentrer comme ça, mais, complètement de manière impromptue avec 3 copains, et on y a passé toute la nuit. En montant, en ouvrant des frigos, en tombant sur des ateliers, des artistes, certains qui ne veulent pas te voir, d'autres qui veulent discuter, un gars qui est en pleine performance, une femme qui est en train de faire une discussion, une réunion à 3h du matin sur un sujet complètement... Tu ressortais de ça et tu disais, mais je ne sais pas exactement où j'étais, mais ce lieu qui est censé être mort, ce bâtiment, a été extrêmement vivant. Le deuxième lieu, c'est Tisbé. C'est avec des copains, parce que j'étais à Clichy à Garenne, on s'est retrouvés en voiture. Pareil, on trouvait cette expérience un peu d'inconnu, on ne sait pas exactement ce qu'on va découvrir. Et puis après, quand je suis arrivé à Saint-Ouen en 2010, ça a été main-d'œuvre. J'ai retrouvé, moi, si tu me demandes c'est quoi ma définition d'un tiers-lieu, c'est des lieux occupés, des lieux qui sont quasiment en train de tomber en ruine, qui sont en difficulté d'un point de vue architectural, bâtimentaire, et puis il est occupé par des gens, mais au sens noble du terme, et ils créent, et ils sont ouverts au maximum au public. On y vient, et Saint-Ouen, main-d'œuvre, c'est ce côté, tu rentres ici, tout est possible. Tout est possible, beaucoup de choses sont possibles, un projet peut se faire, on va t'accompagner, on va t'aider, et on va voir où est-ce que ça peut aller. C'est un lieu des possibles, et ça, pour moi, c'est un deuxième élément, un deuxième point qui distingue les tiers-lieux de la culture un peu traditionnelle et institutionnelle. C'est vrai que pendant longtemps, j'étais avec Juliette au sein du CA de main-d'œuvre, après j'ai eu la casquette de trésorier, le modèle économique, tu l'évoquais, on est sorti en France de cette période où il y avait beaucoup d'argent dans la culture, les années 80, le modèle Jack Lang, on crée des grandes structures, la fête de la musique, il y avait beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on vit encore sur cette idée, mais les fonds publics sont de moins en moins importants. Donc il faut trouver d'autres manières de penser, et le modèle économique de main-d'œuvre, je le connais bien, dans les tableaux Excel que j'ai pu lire à l'époque, et aujourd'hui encore, oui, c'est beaucoup plus de ressources propres que de ressources, on va dire, publiques, mais en même temps, dans cette ressource publique qui est quand même essentielle pour porter des projets en termes de création, en termes de créativité, ce que certaines structures culturelles traditionnelles, on va même travailler dans une structure, on va dire, traditionnelle d'un point de vue culturel, ne vont pas faire, ne vont pas porter, parce que c'est plutôt des silos, il y a des cases, il y a des chemins, il y a des... moi je travaille dans un musée, on tente des choses, on essaie d'être créatif, on ne pourra jamais être aussi créatif et aussi libre, on va dire, qu'à main-d'œuvre, qu'au 6B. Et pour moi, il y a une cohabitation nécessaire entre ces lieux et ce qui se fait aujourd'hui dans une ville. Ça, c'est mon troisième point. Longtemps, les maires, je pense, ont vu. Moi, voilà, le 6B, par exemple, c'était voir, c'est quoi ce bâtiment au bord de Seine. Il y a des gens dedans, il occupe, il y a de la vie. Il vaut mieux de l'occupation plus ou moins positive, un peu festive, créative, que ça devienne un squat. On ne sait pas comment faire. Là, j'ai envie de te dire, c'est ma casquette plutôt maintenant d'élu récemment en fonction, des élus qui voient ces bâtiments. Il faut mieux avoir une association qui l'occupe, qui fait vivre, qu'avoir, on ne sait pas ce qu'on va faire d'un bâtiment comme ça peut prendre du temps, il peut y avoir du squat. Et puis, on l'a vécu à main-d'œuvre, le maire précédent, parce que quand il voyait ce qui se passait ici, On n'a pas. il ne comprenait pas.
Et c'est vachement intéressant, parce que ce qu'il a proposé pour remplacer main-d'œuvre, c'est un conservatoire. Donc il y avait vraiment dans son esprit une espèce d'opposition entre la culture, on va dire, classique, qui parle à un électorat qui casse ça dans la culture classique, par opposition à un main-d'œuvre qui est justement ce lieu où il faut accepter, comme le 6B, comme le frigo à l'époque, cet espace de liberté qui fait vivre un lieu et qui permet à des libertés créatives que tu ne peux pas avoir dans d'autres structures d'émerger et de mettre. Ça, c'est le challenge pour les prochaines années. Je pense qu'il y a ce sujet, je conclurai là-dessus pour cette petite partie introductive. On va demander, les institutions vont demander énormément de tiers-lieux, si on peut les appeler comme ça. Peut-être dans 3 ans, il y aura une nouvelle délégation. Oui, plein de choses en termes de politique publique. Voilà, il y a une espèce de. On parlait de la baisse des subventions publiques, etc. On va demander, je ne vais pas dire quoi je vais faire, il va être demandé à des tiers-lieux de prendre le relais sur plein de politiques publiques. Est-ce que c'est le rôle des tiers-lieux par certains aspects, pour avoir passé 5 ans à main-d'œuvre, quand on demande trop aux tiers-lieux de prendre ce relais-là, je pense que ces tiers-lieux perdent une partie de leur essence et de leur. Alors, c'est pas l'indépendance, c'est la créativité pour moi. Après, oui, c'est lié à l'autonomie qui fait que de toute façon, il y a un besoin financier très clair. Tu l'as évoqué, on en a parlé souvent pendant la période où c'était compliqué à main-d'œuvre. Les investisseurs privés, c'est intéressant sur le court terme, je viabilise la structure. Sur le long terme, on voit certaines expériences, cette créativité qui était là, elle a, sinon quasiment, voire totalement disparu. Donc ça, c'est un sujet dans les prochaines années de relation entre les politiques, la puissance publique et ces tiers-lieux, pour garder aussi cette capacité créative. Moi, voilà comment je le vois. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose de ce que j'entends de ton discours. Est-ce que les tiers-lieux, c'est pas une réponse à un certain, c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais désengagement de l'État, ou une incapacité à créer de la cohésion, ce qui se passe ici au niveau de la culture, ce qui a pu se passer grand voisin au niveau de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est pas des acteurs qui vont quelque part assurer un rôle qu'on pourrait attendre des territoires et de l'État? Je pose une question complètement candide. Oui, après, je ne sais pas si l'État a déjà fait ça, mais je pense qu'effectivement, en tout cas, il y a eu un truc de révéler à quel point, dans ces espaces de possible où il y a un espace vacant, on capte l'innovation. Et on va être vraiment, parce qu'on laisse une place à des gens qui, au sens de l'État, qui n'existent pas dans les lignes, comme on a eu, c'est trop des références culturelles, mais au début, il y avait le théâtre, la musique et la danse, et puis après, on a commencé à, déjà la danse, c'était la je sais pas quoi, puis après on a mis les arts de la rue, ou là les marionnettes, enfin, il y a eu des moments où voilà, les politiques publiques, elles ont pris des évolutions, et je pense que dans l'économie sociale et solidaire, il y a eu ça, bon, déjà d'exister en tant que tel, d'avoir une loi, des trucs, ça a mis déjà bien très très longtemps. Et puis après, comment dans ces espaces, tu croises aussi des regards artistiques, créatifs, innovants, pour inventer des choses qui n'existent pas ailleurs, quoi. Et que le fait simplement de leur laisser une place pour le faire permet de développer des nouvelles propositions, quoi. Moi, je pense que c'est pas parce que les tiers-lieux ne sont pas une réponse à un problème dans le monde de l'État et autres. Parce que dans tous les cas, la créativité et la culture, c'est toujours été le moteur plutôt de l'État et des politiques publiques que l'inverse. Il ne va pas dire bon, on va faire ça n'existe pas encore, c'est parce qu'on crée de nouvelles choses, de nouveaux formats, que ensuite du coup on arrive à la pérenniser et à se développer, ça a été toute l'histoire de l'art, ce qui s'est passé. Et là c'est pareil, du coup il se passe des choses, il y a des lieux qui se créent, parce qu'il y en avait besoin, des lieux où on puisse créer, travailler, vivre, et c'est ça finalement les tiers-lieux. Et c'est comment justement ça va changer, ça peut changer de politique publique qui est intéressant. Et on voit que ça depuis quand même 7-8 ans que ça développe quand même pas mal, ça change des choses. On voit qu'il y a eu notamment, bon après, tout n'est pas parfait évidemment, parce qu'on sait que l'État ça prend du temps, mais la mairie de Paris, la charte de l'urbanisme temporaire, avec l'effet plan de plateau urbain, qui justement contribue à ce que de plus en plus on évite de laisser des bâtiments vacants, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim et de froid dans la rue, il y a des artistes qui n'ont pas le droit pour travailler, du coup favoriser qu'on puisse faire l'occupation temporaire, c'est déjà quelque chose qui existait très peu avant. Maintenant il y en a beaucoup plus, on favorise, pareil même dans les cultures avec les promoteurs et autres, maintenant ça devient vraiment un attendu qui est une phase temporaire, pas le cas il y a 10 ans. Et du coup, c'est aussi intéressant, c'est plus facile à l'heure actuelle de le faire, et ce qui permet justement l'essaimage et la création de ces lieux. Du
coup, on voit comment un mouvement qui s'est fait, justement, qui vient des friches, qui vient de pas mal de choses, a réussi, sans vraiment faire un mouvement, il y a un problème aussi de rapport des réseaux et autres, mais à changer un petit peu les choses, de brouiller les lignes, pour que ça se développe. Je pense qu'il n'y a pas d'élu tiers-lieu à une commune il y a 10 ans, ça se fait. Ça y est, mais ça pose la question. Quel moyen, Quel objectif. Là, voilà, en quelques minutes, on a déjà, d'un point de vue urbain, déterminé des tiers-lieux qui sont là de manière transitoire, des tiers-lieux qui ont une main-d'œuvre vocation à rester longtemps, voire toujours, des tiers-lieux pour occuper l'espace en attendant une reconversion du territoire, de l'espace. Qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi? Et c'est pas la même chose quand on est dans un bâtiment comme main-d'œuvre, on se projette sur 10, 15, 20, 30 ans peut-être, que sur une parcelle. On sait que dans les 3-4 ans à venir. Ça, c'est vraiment une question de relation avec la relation avec la politique. C'est pas juste, je pense, une question de se dire voilà, on va mettre un tiers-lieu. Dans 4 ans, on va faire un grand bâtiment et le promoteur n'est pas prêt. On va juste occuper l'espace. À ce moment-là, ça a l'air de le faire, genre créer des animations, etc. Faire quelque chose de temporaire. Les tiers-lieux, et c'est pour ça que je te dis, c'est la double casquette là, anciennement OCA de main-d'œuvre, je sais encore, je crois. Oui, encore. Trésorier. La relation avec la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire qui est en devenir, comme on dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, les Jeux Olympiques, c'est un point très important, mais en quoi ça va bénéficier aux habitants? En quoi ça va permettre de faire circuler les idées? En quoi ça va permettre aux habitants, et ça à main-d'œuvre, c'est le travail qu'il fait au quotidien, de faire venir pas des gens seulement une logique d'entre-soi, mais de toucher tout le monde, les quartiers populaires. On ne se pose pas la question d'être un CSP++ ou un CSP-, etc. quand on arrive dans une exposition comme ça. Non, je pense que ça a rassemblé justement des gens au-delà de leur quartier d'origine, de leur place de salon. Ouais. On en revient à la délégation de service à la pleine commune. C'est un mot qui a émergé il y a 3 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors ça se structure, ça s'institutionnalise, mais est-ce que sur le long terme, un tiers-lieu a besoin d'être institutionnalisé? Parce qu'il ne perd pas de sa liberté, là de son indépendance et de son autonomie. Sur le long terme. Je peux donner 2 situations très contrastées. Parce que quand on dit territoire, moi en bon géographe, je sors mon petit drive préféré, les échelles. Il y a autant de territoires que d'échelles, on parle du national, du régional, du départemental, du territorial, du sens Grand Paris, du communal, du quartier, bref, jusqu'à l'intime. En région Bretagne, je mène un projet sur du patrimoine public à l'initiative d'un acteur public régional dans un territoire qui est, du point de vue de la région, très éloigné. C'est aussi loin de Rennes que Rennes est de Paris. Voilà. Du coup, les collectivités locales le voient comme une forme d'étranger, de projet étranger. Parce que c'est Rennes qui développe. Alors, comme je disais, nous, bêtement, c'est déjà voulu par le territoire. À l'inverse, à Strasbourg, il faut le savoir, c'est très particulier, c'est une eurométropole, donc c'est très intégré. Les choses se passent très bien, alors qu'on est dans un quartier très pauvre, sur un patrimoine très difficile, avec énormément d'enjeux techniques et humains. Ça m'a fait réfléchir, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait les tiers-lieux pour nos partenaires publics au sens très large, État, collectivité, c'est un espèce de casse-tête affreux pour les services d'abord, et un peu pour les élus aussi, parce que justement c'est la frontière de plein de domaines. Est-ce que c'est la culture qui doit se mettre en branle en premier? Est-ce que c'est le développement économique? Est-ce que c'est le social, l'environnemental, etc., etc. Et ça dépend donc de la culture en fait, des différentes collectivités, de leur capacité à bosser ensemble pour que ça avance. L'avantage de Strasbourg, c'est que bizarrement, il y avait une plus puissante direction de l'environnement et de l'urbanisme qui a pris ça sous son aile et qui a fait avancer le projet. C'est au port, tu vois? Non, c'est sur un hôpital, occupation hôpital. Moi, juste pour rebondir un tout petit peu là-dessus, je suis d'accord avec toi sur les modes de gouvernance et les modes de fonctionnement qui sont différents. Et c'est vrai que nous, je crois que les tiers-lieux aussi, c'est un tronc commun peut-être sur la gouvernance, sur le collectif, sur les énergies qui arrivent et qu'on utilise très, très rapidement. Au contraire, les collectivités avec des modes de fonctionnement très linéaires et pas du tout horizontaux.
Et il y a une deuxième chose par rapport à ce qui a été dit avant qui m'intéressait vachement, c'est la temporalité en fait. Nous, on est dans une temporalité multiple, c'est-à-dire qu'on est capable de déployer un projet très rapidement, mais par contre, on a besoin de beaucoup de temps. Et les politiques n'ont pas ce temps-là, parce que finalement, élection après élection, les équipes ne changent pas, mais souvent changent. Et du coup, on n'a pas de dialogue égal, on n'a pas les mêmes armes. Quand nous on parle de pérennité de long terme sur le site B, de travailler un projet de développement, nous aussi on se voit sur la zone dans 20 ans, dans 30 ans encore, c'est très compliqué de l'entendre pour des gens qui sont en train d'essayer de se faire réélire l'année d'après, que ce soit au niveau de la municipalité comme de l'établissement public territorial. Et je crois que là il y a quelque chose qui fait que voilà, nous on avance des fois très vite et du coup l'État ou les politiques publiques ont du mal à suivre. Et puis aussi une question de dialogue qui est compliquée à mettre en place. Je t'écoutais, j'étais juste en train de gérer le PowerPoint, mais c'est à peu près ce que j'avais identifié aussi. Voilà, la typologie, la dimension transitoire, d'urbanisme transitoire, le côté permanent, forcément les codes ne sont pas les mêmes. La dimension du public, mais je vais revenir sur quelque chose que tu as dit Jean-Baptiste qui est super intéressant, le côté casse-tête, le côté ovni quelque part des tiers-lieux vis-à-vis du territoire mais des collectivités qui ne savent pas forcément comment aller les prendre en considération ou discuter avec eux. Qu'est-ce qui optimiserait, qu'est-ce qui faciliterait les communications, comment le territoire va pouvoir influencer le tiers-lieu, comment le tiers-lieu va pouvoir influencer le territoire dans son appréciation de leur politique. C'est une question très vague, c'est pour vous laisser de la place sur la tête. Non, surtout pas des questions En fait, souvent, moi, pour faire émerger un petit peu. Une question de considération, c'est des équipes qui portent les projets. Ouais, effectivement, c'est faire confiance, parler. Quand tu es considéré comme un squatteur, quand tu es considéré comme dialogue. une grosse équipe qui porte un projet cohérent, ou voire privé qui débarque. Voilà. Il y a cette question de considération qui est vachement importante. De regard aussi. De co-construction, quoi, de pouvoir dire on va construire ensemble des possibles. Il n'y a pas un modèle économique, il n'y a pas un lieu qui ressemble à un autre, il n'y a pas une municipalité qui se ressemble. Mais en tout cas, moi je dis souvent, j'ai adoré essayer de convaincre un maire de droite, quoi. Bon, il faut que j'arrête de dire que j'ai adoré parce que c'était de haute lutte, mais de dire, en fait, je pense que ça a marché, c'est-à-dire on a partagé cette victoire pour ça, c'est-à-dire. Vraiment, ce qu'on combat, nous, dans la vie, c'est un capitalisme vraiment radical, ça, c'est sûr que c'est ça qu'il faut changer. Et c'est pour ça aussi que moi, j'aime tellement la Seine-Saint-Denis, parce que je trouve que ça incarne une vraie richesse, une vraie diversité d'acteurs, et que là, tu peux pas faire n'importe quoi, sinon le territoire te mange vraiment, quoi. Et du coup, je pense qu'on a essayé de le convaincre, de lui expliquer ce que c'était main-d'œuvre, jusqu'à une violence infinie de l'expulsion. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on l'a convaincu que la culture c'est important, qu'un lieu comme ça c'est fort en termes d'ancrage sur un territoire? Je pense que si le mec il dit autre chose que ça, je veux dire, on a prouvé ça au-delà de lui-même, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il a entendu et que si un jour il redevenait maire, c'est vrai que je pense qu'il n'y aura plus jamais, il le serait. On est rentré dans son esprit au point de dire une autre fois il le fera autrement. Et c'est cet autrement-là qu'on doit proposer tout le temps, quoi. Et c'est passé par du dialogue Jamais. C'est passé par la force. Non, on a essayé le dialogue, il n'a pas voulu. Des kilomètres de projet, Demander un rendez-vous, le premier truc qu'il a atteint, voilà, c'est le mot d'amour dans la presse, c'est le premier article dans les Télérama, il est devenu dingue. Parce que sinon, il n'aurait pas réagi, quoi. Vos expériences dans... Je pense qu'il y a un truc qu'on a parlé, et je pense que c'est très important, en fait, c'est le rapport au temps. On a dit ça, le rapport à l'activité, mais aussi le rapport au territoire. En fait, si on a un projet sur un bail précaire de 18 mois ou un an, 2 ans, c'est très difficile de créer des usages, d'amener les gens à venir et de rentrer dans un projet de territoire qui a du lien. Parce qu'on sait, dans beaucoup de territoires, principalement Seine-Saint-Denis, on est là, les gens, il faut le temps aussi de reconstruire avec eux, comme c'est Juliette, de les faire venir, de créer des usages. Et en fait, si on a un projet qui est tout fait, qui vient, qu'on installe ici, ou même si on n'a pas le temps de construire, de changer un petit peu le fonctionnement, si on peut les arrêter, parce qu'on sait qu'on n'a que 12 mois, on a un modèle économique qui est comme ça, et si je ne fais pas ça, je n'arriverai pas à tenir mon
temps, du coup, ça change tout en fait, le lien au territoire. Et du coup, vraiment, sur du temps long, le système de mandat, on a la chance de vraiment pouvoir avoir pu travailler avec le territoire. Et si ce n'était pas le cas, à notre pédagogie, je pense que s'il n'y a pas eu toute cette mobilisation des habitants, de tout le monde, de tout ce qui s'est passé autour, et du coup, finalement, qui est la réussite de plusieurs années de travail directement avec le territoire, on ne serait plus là. Et en fait, si ce projet est très court, on a du mal à faire ça, et du coup, c'est assez complexe. Il faut vraiment prendre le temps de faire les choses. Malheureusement, on ne laisse pas souvent le temps de le faire. Et même souvent, maintenant, dans les bails précaires, c'est marqué. Il faut que vous travaillez avec le territoire, il faut passer tant d'événements, tant de trucs, tout ça. C'est de plus en plus compliqué aussi d'avoir des bails qui sont un peu libres, comme on a pu avoir au début. Et du coup, il faut faire ça maintenant. On a le temps. Et du coup, on arrive sur un truc qui fonctionne pas ou mal parce qu'on peut aller trop vite et pas réussir à faire les choses. Faire prendre le temps, c'est plus. On reviendra sur le côté blocage, un petit peu le côté cahier des charges pour avoir la possibilité simplement de créer un tiers-lieu. Quelqu'un va s'exprimer sur ce dont on vient de parler. Un très rapide complément dans la catégorie solutions de bonne pratique, c'est vrai que par exemple, déjà avoir un élu référent, donc par contre c'est une bonne pratique parce qu'on sait que la décision politique ça compte. Enfin, c'est quand même à ça que sert la légitimité de l'élection, c'est à prendre des décisions, à donner du soutien et à accompagner les acteurs de la société civile. Que ce soit transcrit dans les organigrammes et que ça suive derrière, c'est mieux. Ça, je tiens confiance là-dessus. Côté porteur de projet, moi, ce que j'ai vu qui marchait pas mal, c'était aussi de faire exister le lieu avant son ouverture. Parce que souvent, il y a des phases de montage qui peuvent être très longues pour des raisons de travaux, pour des raisons de pas d'argent, pour des raisons parfois de pas de lieu. On est au fin fond de la Haute-Marne, on a une envie, mais on est sur une interco où il y a des petits trucs comme ça, etc. Et en fait, de faire exister le tiers-lieu sans le lieu, finalement, de faire exister ça, on appelle dans un langage un peu entrepreneurial proposition de valeur, mais finalement, les communautés qui doivent rassembler, les publics, les usages, un peu en dehors des murs, et d'être déjà dans cette démarche d'essai et d'adaptation, c'est des moments, je pense, très formateurs pour des porteurs de projets quand ils ont pas des bras et l'expérience pour faire des business models et des trucs qui aujourd'hui, c'est vrai, sont la clé d'entrée pour faire du temporaire. Mais c'est là où je te rejoins, c'est pour rebondir sur ce que tu disais sur le temps politique et le temps d'un projet. Voilà. Un projet, quel qu'il soit, ça prend du temps. Au moment où l'idée émerge, on bouge sur le papier, on trouve les équipes qui veulent participer à l'embryon du projet, etc. Les financements qui arrivent, et puis l'émergence du projet, voilà, ça prend du temps. C'est vrai qu'un responsable politique, lui, il a les enjeux des élections, il a aussi les enjeux des citoyens qui attendent des résultats rapides, qui te diront « Ah bah ce bâtiment, vous avez prévu de faire quelque chose, c'est formidable, etc. » Et puis 2 ans après, 3 ans après, s'il ne s'est rien passé parce que le projet est en train de mûrir, c'est les habitants, les électeurs, les citoyens qui vont te demander « Mais en fait, ça fait 3 ans que vous êtes libre. Ce bâtiment, toi tu sais que le projet, c'est tout le temps long que ça avance, et c'est absolument rien passé. » Ce que tu disais sur les projets de configuration, on va demander qu'est-ce qui va se passer entre-temps. Et ensuite, deuxième point, voilà, moi c'est ça qui me heurte aujourd'hui un petit peu, le terme tiers-lieu, c'est tellement vague, enfin vaste, voilà, c'est plutôt vaste. J'entends des gens aujourd'hui qui me disent tiens, cette parcelle, on va faire un jardin partagé, sur cet espace-là, on va faire un café associatif, dans ce bâtiment tout en ruine, on va le retaper, on va faire un espace où on va faire d'économie sociale et solidaire. Là aussi, il faut trouver la bonne échelle de projets d'insertion dans le tissu économique, dans le tissu urbain. Moi, je me méfie aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est bien aussi qu'on nomme les choses comme ça, de tous ces projets qui vont peut-être émerger et qui n'auront pas la bonne définition, n'auront pas la bonne structuration, qui se nommeront tiers-lieux sans forcément avoir à l'esprit que, en tout cas moi c'est mon point de vue, je pense que ma casquette associative, c'est du temps long. Voilà, on parle de main-d'œuvre est arrivé ici en 1999, un bâtiment qui était pas dans un très bon état, c'est l'association. Je pense que pour le TSB, je connais moins l'histoire, mais c'est un petit peu quelque chose. C'est similaire. C'est similaire. Ça s'inscrit sur le temps long, etc. Il ne faudrait pas que ce soit les fausses bonnes idées du moment où on se dit voilà, ça va permettre d'occuper, surtout dans un territoire comme la Seine-Saint-Denis où il y a énormément de friches,
de terrain en devenir, avec beaucoup de constructions, avec les Jeux Olympiques, avec les transports, etc., qui sont importants parce que on vit dans un territoire qui est hyper enclavé. On vit dans un territoire qui est ultra enclavé. Quand tu prends des éléments des éléments de métrique, on va dire, sur combien d'équipements par habitant sportifs, combien d'équipements culturels par habitant en Seine-Saint-Denis, combien de policiers par habitant en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas besoin d'un plan Marshall en Seine-Saint-Denis. Il y a juste besoin qu'on rééquilibre les dépenses publiques sur ce territoire, comme tu peux le trouver dans d'autres départements limitrophes de Paris. Et les tiers-lieux, maintenant je reviens là-dessus, il ne faut pas que ce soit la bonne idée foutue, dont s'emparent des fois des associations, dont s'emparent des fois des politiques, parce qu'on se dit, tiens, c'est un moment transitoire, on peut utiliser le terme, et puis ça fait bien dans un programme, etc. Moi, de mon point de vue, c'est quelque chose de plus pérenne, qui dit pareil, comme tu le disais, on te donne une friche pendant 18 mois, tu n'attends rien à faire. Sauf si tu arrives à quelque chose de déjà prêt, et c'est un business. Et en main, pendant 18 mois, je vous donne de l'espace avant que vous fassiez votre... Après, c'est clairement la question du besoin. Il n'y a pas besoin d'inventer les besoins. Je pense que là, on parle de projets qui n'ont pas inventé les besoins, qui ont répondu à des besoins réels et qui se concrétisent vraiment tous les jours. Et il y a un danger, effectivement, en disant, voilà, on crée, on invente les besoins de cette population, pas à leur place. Je suis entièrement d'accord avec tout ça, et c'est vrai que même du côté association, on bouge beaucoup de choses, et du coup tout le monde te dit maintenant, même le nombre de personnes qui me rencontrent, c'est moi je veux créer mon challenge, je fais tout ça, et du coup on invite déjà à penser le projet, à le préparer, qu'il soit limite tout prêt pour que dès qu'il y a un appel à projet, on arrive en réponse. Et dans les faits, un projet ne fonctionnera pas sur le même territoire, qu'il soit à Saint-Denis ou à Saint-Ouen, c'est pas le même territoire, qu'ils sont Paris à Vitry, c'est une chose différente. Du coup, c'est vrai d'avoir un projet qui soit pour tout, qui arrive et qui se pose comme une sous-gouvernance sur un territoire. C'est pas une réussite à citer, mais en fait, je pense que c'est là-dessus qu'il faut le faire. Il y a beaucoup de lieux qui se défendent dans les tiers-lieux. Mais leur modèle économique, c'est sur une mission aux aviaires et amener les gens à toujours les mêmes types de personnes. Moi, c'est pas juste ce que je défends, mais c'est aussi justement l'idée qu'il faut l'avoir. Et ça, c'est le problème à l'heure actuelle. Alors qu'il y en a dans les faits, on attribue peu de lieux pour les tiers-lieux, alors que du vacant, il y en a peu de lieux, et dès qu'il y en a, il y a aussi une grosse concurrence entre les structures. Et du coup, là, le risque, c'est qu'il y ait une chose un peu trop pareille qui se développe. Ça, même les collectivités maintenant veulent tous un grand voisin. Maintenant, il ne faut pas qu'on ait un grand voisin. Ça a bien marché. Ça a marché parce que c'est un lieu. Dans Paris, c'est très grand. Il y a plein de paramètres qu'on ne pouvait pas reproduire. C'est pour ça que les collectivités disent, ah oui, ça a marché, moi je veux que ça marche pareil. Bah non, ça entend mieux. Vous n'avez pas eu l'argent de l'État. C'était 45 000 C'est impeccable, parce que c'est un peu là où je voulais vous amener, sur la question du public. On a parlé de modèle économique, de temporalité, de relation avec le territoire, mais l'ambition des tiers-lieux et du territoire, l'ambition commune, c'est de venir valoriser le territoire, animer aussi leur public et leur population. Et du coup, tu parlais avec justesse du besoin. Est-ce que ça ne doit pas partir du besoin et du coup de la population, du public, pour ensuite construire le projet? Ou est-ce que c'est le projet qui va amener le besoin? Est-ce qu'il y a des règles? Et toi, tu pas un peu? Je vais un exemple moderne, qui est très récent, qui est ce qu'on est en train de faire avec la Flèche d'Or. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce qui se passe avec la Flèche d'Or actuellement. La Flèche d'Or, au lieu citoyen des années 90, mon quartier dans le 20e, c'est plein de choses, il faut des quartiers très engagés politiquement, tout ça, qui petit à petit a perdu son âme, ça a donné ça des concerts, et tous les voisins ne pouvaient plus. Ça a fermé, ça a été racheté par des grosses boîtes qui voulaient en faire un peu de l'irlandais, ça a été revendu, ensuite c'est une grosse boîte qui arrive à Shelters qui l'a récupéré. C'était vite, c'est pas trop quoi en faire. Et là, les habitants et des mouvements politiques qui ont squatté le bâtiment. Ça a fait peur aux propriétaires. Faisons un appel à projet justement parce que ça permet d'un peu fourre-tout et au moins c'est occupé par les artistes qu'autre chose. Et du coup là on a un appel à projet pour plus 8 mois, qui s'est transformé en 6 mois, finalement 5 mois. Mais du coup là l'idée c'est qu'on est reparti de ce qu'on a fait. On s'est déjà mis collectif. Et on s'est dit qu'on ne voulait pas que ce soit des projets avec des locataires qui fonctionnent et qui viennent avec un modèle pour faire un lieu comme il y en a partout. On voulait vraiment repartir de ces lieux et avec les collectifs de citoyens. Parce que le collectif de citoyens, ils ont forcé cet appel à projet. Ils ont été au jury de cet appel à projet. Et c'était un jury tripartite entre la mairie, le propriétaire et le conseil des citoyens. Ça devait être à l'unanimité, ce qui est assez rare.
coup, comment les habitants peuvent prendre possession et récupérer les lieux. On l'a récupéré, c'est l'espace pour été inauguré hier, c'est ce week-end. 8 collectifs engagés dans des activités culturelles. Tous bénévoles. Tous bénévoles. Alors, un poste de facilitation quand même. Ouais, ah oui, je l'ai vu. Un poste et demi. Du coup, c'est aussi comment on construit des choses pour redonner un petit peu de vie au lieu. La pinte est à 3,50, on n'est clairement pas dans une logique marchande, c'est juste de ne pas être en perte à la fin. Et là, on voit, il y a des conseils citoyens hier, et tout le monde racontait l'histoire de la flèche d'or de l'époque, on a envie de reproduire un peu ces choses. Et du coup, je pense que dans ce rapport au territoire, c'est au public, c'est intéressant quand le public peut être acteur du lieu et peut être acteur de mobiliser des choses. Pour se dire, on n'est pas juste là pour devenir consommateur quand le lieu est créé, on peut penser, co-construire des choses. Et ça intéresse pas. Ouais, juste un petit ajout comme ça, parce que la flèche d'or, ça a marqué aussi beaucoup de personnes ici présentes. Et c'est vrai que dès qu'il y a eu l'implantation de Philippe Starr juste en face, quel choc ça a été quand même. Et je suis venu ici à pied, vraiment je fais 1 heure de marche, plein de choses qui m'ont surpris, un petit peu le département. Et là je vois en face des Beaux-Arts de Saint-Ouen, il y a ce panneau est marqué projet artistique, culturel, / tendance, / chic. C'est ça, chic. Ouais, putain. Et là, je me dis, là, c'est Stark sous stéroïde. C'est difficile de se passer quand on a déjà un système qui est compliqué à la base, et qu'en plus, ça se met en se prend un Stark sur les pieds. La question des publics, ça me toujours un peu, parce qu'il y a un clivage profond dès qu'on parle de tiers-lieux. C'est aussi des gens qui sont dans l'illégalisme pour des raisons différentes, soit idéologiques, soit contraintes ou forcées. Quelque part, on sait qu'il y a des acteurs qui sont 100% marchands. J'en prends un, c'est Camelot. Il y a des très bonnes raisons d'exister, c'est un opérateur qui fait de la sécurisation par l'habitation. Voilà, là on ne peut pas être plus franc. C'est une affaire d'éviter que les squatteurs se mettent en place. Puis ensuite, il y a justement les squatteurs pur jus, les gens qui vont défendre un bon logement pour les plus précaires, quel qu'en soit le prix, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit, je dirais, le rapport de force. J'en parle parce que, quelque part, on a tous, en tout cas moi j'ai toujours cette épineuse question, venant du monde du temporaire, j'en conviens très bien, en 18 mois, tu n'as pas le temps de faire grand-chose. Tu peux essayer de faire bien, comme on dit ici, correct, mais il y aura toujours des usages, c'est la question de la légitimité en fait, des usages que tu vas amener dans un lieu, un quartier qui se pose, et je trouve qu'elle est jamais évidente à répondre, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va être plus précaire, ou plus en dèche, ou plus légitime en apparence que ton projet. J'ai un exemple très, très précis en tête, c'est le Wonder, un collectif qui était à Saint-Ouen, qui était vos voisins à l'époque, qui s'est implanté temporairement à Bagnolet, dans un immeuble où il y avait eu du squat d'un centre malien, comme sur Bagnolet souvent. Bilan, article, incendiaire, c'est des fils de promote. Voilà, c'était nous, mais. Donc il y avait ce procès en fait en légitimité d'un artiste in space. Et quelque part, ça s'entend, c'était d'une mauvaise foi aveuglante, ils n'étaient jamais allés discuter avec qui que ce soit, mais il y a toujours cette musique de fond finalement du... Celui qui accepte voilà, c'est d'être dans le système jusqu'où, avec quelle stratégie et à quel point tu affiches une stratégie franche, massive, par rapport à différentes parties prenantes. Fondamentalement, moi je n'aime pas faire des ads généralisés, parce que ce serait la bonne solution, quel que soit le contexte. Mais voilà, c'est cette question de la prise en compte de la vulnérabilité. Je vais essayer de ne pas moduler la parole, mais c'est la question par exemple du design des espaces, de les rendre accueillants, d'avoir une éthique accueillante qui parfois vient corriger des nécessités, voilà, de pouvoir prendre de la bière parce qu'on a un modèle économique avec équilibré. Il y a plein de sujets sur la vulnérabilité, en tout cas, c'est des sujets dont on a déjà
bien parlé, mais effectivement, pour redire le Wonder, pour moi, il y avait un truc d'épuisement des acteurs, c'est-à-dire que tous ceux qui ont trouvé ça génial, l'urbanisme transitoire, ont vite compris que 18 mois, 2 ans, 3 ans, ils peuvent mourir de ça. Ça veut dire tellement c'est de travail pour peu de moyens et d'épuisement, c'est-à-dire le Wonder a bagnolé, c'était dur, ils se sont battus, ils ont trouvé leur place, etc. Et puis il fallait partir après. Parce qu'ils allaient construire une tour qui allait rapporter des milliards d'euros à ce... Et ensuite, ils sont partis à Nanterre, et puis après Nanterre, maintenant, ils viennent d'arriver à Clichy. C'est pour la nuit blanche du 3 octobre. Je vous invite à venir découvrir le nouveau Wonder à Clichy, qui est magnifique. Qu'ils ont encore une fois refait l'intégralité du système électrique et intégralement refait l'intégralité du système de bâtiment. Donc ça, il y a un moment donné, effectivement, je pense qu'il faut... après, tous ces acteurs... membres d'une même coopérative, mais de dire, voilà, il faut penser une pérennité à ces usages transitoires. C'est-à-dire, à un moment donné, ceux qui ont la capacité de ne pas s'auto-exploiter eux-mêmes, à être tous bénévoles pour faire tout ça dans la joie et la bonne humeur, etc. Et de dire, voilà, on peut porter des emplois ou des choses qui sont vecteurs d'un développement durable. Enfin, pour reprendre des vieux termes, on en est là, quoi. C'est-à-dire, inventons ces modes de coopération qui vont nous auto-aider à proposer des solutions durables. Enfin, franchement. Parce que là, je rebondis sur ta question sur les publics, mais sur la relation entre les collectivités et les tiers-lieux. Mais bon, effectivement, l'exemple de Wonder, ça a été très itinérant. Ouais. Parce que c'était des collectifs, qui créaient un endroit et qui partaient de lieux. Des lieux comme le 6B, voilà, les main-d'œuvre, c'est des lieux qui ont vocation à rester dans le territoire. Donc forcément, prenons l'exemple du bâtiment, il appartient à la ville. Nous, on part du principe, si ça appartient à la ville, ça appartient aux habitants. Donc comment est-ce qu'on travaille à faire de ce lieu un lieu le plus ouvert possible aux habitants, que ce soit pour être un simple spectateur d'une discussion ou y avoir une exposition, ou alors être vraiment acteur, participer à des projets. C'est important cette histoire de public quand même, et de la relation des tiers-lieux avec les collectivités, parce qu'une des critiques qui a été faite à main-d'œuvre pendant très longtemps, le maire précédent le disait régulièrement, c'est qu'il n'y avait pas de gens de Saint-Ouen qui venaient à main-d'œuvre. Il n'y avait pas d'autonomes. C'était que nous. Voilà. T'es hors sol. Les bobos parisiens. T'es hors sol, t'es bobo parisien, tu fais ta programmation, de toute façon tu distribues aucun flyer à Saint-Ouen, tu mets ça qu'à la Gaîté Lyrique, et puis au 104, et de toute façon les gens qui viennent voir ces spectacles par la main-d'œuvre, on voit bien, c'est pas des automnières, etc. Ce qui était sur le fond faux. Moi je suis arrivé en 2009 à Saint-Ouen. T'as été voir un spectacle à main-d'œuvre. 3 mois, j'étais à la main-d'œuvre parce que j'en avais entendu parler, j'ai rencontré des gens qui habitaient Saint-Ouen. Évidemment, t'avais un brassage. Moi, j'ai trouvé ça comme un motif de fierté. On a envoyé un lieu de créativité qui permet d'irradier, de sortir des frontières de main-d'œuvre. C'est ça aussi l'intérêt. Arrêter de se regarder le nombril et puis de voir ce qui se passe, de faire des interactions, etc. Et sur cette question des publics, oui, évidemment, une des clés pour les collectivités, de la relation à mon sens, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les habitants d'un territoire. Un territoire à l'échelle de la commune, tu peux élargir l'agglomération. Mais c'est un souci commun, je pense. Quand on parle de tiers-lieux au sens de 6B et de main-d'œuvre, le collectif Wonder, c'est plutôt, pour moi, c'est déjà autre chose. C'est un travail avec les territoires, mais ça peut être plus itinérant. Là, on a des bâtiments, des structures. Et on le disait tout le temps au moment du combat pour rester amateur, on disait main-d'œuvre, ça ne marche qu'un Saint-Ouen. Il y a eu des projets, on peut se dire maintenant. On a travaillé sur des plans A, B, C, D, etc. Et il y avait un des plans, c'était on essaie de trouver un autre lieu. On va dans un autre bâtiment à Saint-Ouen, il y avait à Saint-Denis, il y avait des opportunités. Et franchement, moi, ma position à l'époque, je pense que c'était non, ça ne marchera pas. Ça fait 20 ans, ça fait 15 ans que c'est ici. Ce qui a été construit ici ne marchera pas ailleurs. Ailleurs, ça sera peut-être, ça marchera, mais ça sera autre chose. Il faut l'accepter. Voilà, pour moi, c'est une première possibilité de définition d'un tiers-lieu tel le site de Madame. C'est le lieu qui fait aussi l'essence de l'association. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que, parce que vous voyez, mais il y a la SIC. Voilà, les sujets de. Je ne suis pas un expert, j'ai mis hyper longtemps à comprendre, même si Juliette m'expliquait. Je pense que c'est le genre de projet, le genre de structure, coopérative culturelle. Je sais pas que vous faites dans votre SIC. Je suis président de la SIC. Mais membre de la SIC à main. On a créé une SIC l'année dernière pour porter le projet de pérennisation. Voilà, je pense que ça, c'est compliqué à expliquer à un responsable de collectivité, à un élu, parce qu'il y a des problématiques de mise en commun, de moyens, de foncier, etc. Mais c'est une piste. C'est inaliénable.
Comment? L'inaliénable. L'inaliénable. Mais ça, c'est une piste d'avenir, dans mon sens, sur laquelle... C'est un des débats, effectivement, de dire, voilà, pour nous, en tout cas, tout ce qui a poussé ces modes de gentrification, c'est aussi un contexte de pression immobilière qui grandit. Et donc, effectivement, si on veut y résister ou si on veut pouvoir proposer des modèles plus durables et surtout renforcer les usagers de ces lieux pour qu'ils ne soient pas tout le temps dans une précarité infinie, d'entretenir ce truc où on fait tout avec des petits bouts de ficelle et tout ça, si on veut leur donner les moyens sans les perfuser de subventions, il faut rendre tout le monde copropriétaire de ces lieux. Et ça, c'est parce que, pour l'avoir vécu tellement de fois, on sait ce que c'est que d'être une association et même une coopérative, de se pointer devant un banquier en disant voilà, il faut qu'on puisse se projeter sur des dizaines d'années qui vont bien au-delà des mandats politiques, qu'il n'y ait pas qu'on puisse construire un renforcement des usagers des lieux sans avoir à avoir des loyers qui augmentent, des sujets de transformation du territoire où on ne peut plus agir tellement, et c'est ce qui est arrivé dans beaucoup de lieux qui ont accepté des loyers énormes, qui ont proposé à leurs propres usagers de payer encore plus cher, et tous les publics qui sont normalement leur cible principale, qui doivent finalement contribuer à ce qu'ils puissent accompagner une pression immobilière qui grandit. Et du coup, de transformer ce sens de la propriété, que la propriété ou le propriétaire ne soit pas un ennemi, mais un partenaire vraiment. Et que du coup, on en devienne tous un bout de ça, quoi. Et c'est aussi le sens de nos modes de travail collectif, de nos pensées, en tout cas, du bien commun, et de dire, voilà, il faut qu'on puisse résister ensemble et proposer quelque chose de constructif. Et du coup, la coopérative va permettre d'impliquer les acteurs qui sont directement concernés par le projet. Par le lieu. Et c'est vrai que c'est un outil formidable en ça, parce que du coup, t'embarques avec toi dans l'aventure un certain nombre de gens, et tu démontres par le monde que, encore une fois, t'es légitime. On peut faire ensemble, quoi. On peut faire ensemble. Après, les collectivités, elles commencent à comprendre un peu, parce que l'utilisation des moyens, les ressources, les simples, les trucs, ils commencent à comprendre qu'on peut mettre en commun des choses. Donc le mode coopératif, ça fait moins peur. Et puis on travaille pour. Oui, parce qu'on est en Seine-Saint-Denis, parce qu'on a des interlocuteurs. Juste sur les publics, c'est pas si simple, petite parenthèse, mais nous on a eu le même procès qui était vrai. En fait, il y avait une vraie part de vrai, c'est-à-dire qu'effectivement beaucoup des publics du système à une certaine période n'étaient pas du tout des Dionysiens. Ils venaient avec le RER qui se pose à la ouais, gare de Paris et T'aurais pu témoigner. Non, mais je témoignais pas à l'époque, je pense qu'on n'a pas regardé non plus où est-ce qu'ils habitaient, mais la réalité, c'est ça la réalité. Après, du coup, nous on l'a regardé. Ça devrait être une fierté, faire venir des gens. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est comment on le traite? Est-ce qu'on a envie de poursuivre ça? Est-ce que notre avenir c'est ça? À tel point que les résidents du CISB qui avaient participé au démarrage à la phare ou à la Fabrique à Rêve, à Grand Festival, où tout le monde met la main à la pâte artistique, ne se retrouvaient plus du tout dans les gros événements qu'on faisait sur les extérieurs du CISB. Donc même dans notre cœur, on avait perdu notre ADN. Et donc du coup, le constat il était assez simple de dire bon, on va faire un gros virage par rapport à ça et recentrer nos activités vers les habitants, les faire intervenir dans les événements qu'on produit et sur des plus petites formes qui génèrent beaucoup moins de nuisances aussi pour les habitants qui se sont rapprochés aussi au fur et à mesure du CISB parce que nous on est dans une ZAC. Donc il n'y avait pas d'habitants dans la ZAC avant. Il n'y avait pas à l'époque, on pouvait faire des gros brevets. Maintenant il y a des habitants. Voilà. Ouais. Bah, de toute façon, c'est très compliqué de faire l'unanimité à la fois sur un instant T et dans le temps, enfin, à partir du moment où tu as les Parisiens, les Dionysiens avec cette identité insulaire, tu as beau faire bosser quelqu'un sur la médiation pendant 1, 2, 3 ans. Ouais, on se bat toujours contre les vieux démons. Mais ça continue en fait, et c'est très compliqué de déconstruire ça. Malgré en fait d'investir 20K ou 30K par an justement sur ce travail de médiation. C'est archi dur. Donc le côté hors sol, dès que tu deviens un tiers-lieu avec une réputation qui dépasse ta ville et que du coup tu réponds à des besoins qui peuvent être aussi des besoins simplement de fréquentation festive, voilà. De toute façon, tu vas être critiqué par une base qui peut être un public qui a d'autres besoins et voilà. Moi j'avais une petite question, je participe très peu depuis tout à l'heure, mais parce que je suis
plus en accompagnement bienveillant, puis j'ai des choses aussi à toujours apprendre, mais j'aimerais peut-être lancer une question pour compléter Laurent sur du coup quel héritage pour le transitoire, peut-être en prenant l'exemple des grands voisins où du coup on est en fin de cycle et du coup il y a quand même un héritage à ce transitoire. Est-ce que c'est un héritage qui répond à des besoins? Est-ce que c'est une opportunité pour une première génération de makers de tiers-lieux arriver peut-être au bout de 10 ans d'essorage à avoir déconseillé justement une grosse piste, les histoires de 1% transitoire, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on avance clairement là-dessus? Est-ce que c'est des pistes de financement? Je ne savais pas trop il faut. C'était un très bon écho. Merci mille fois, Adèle, d'être venu. On savait que tu étais parti. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour tout. À bientôt. Tu vas revoir quelques-uns dans ton bureau à pleine côte. Merci de suivre. Merci à vous d'être venu. Au revoir. Ah, pardon, Nico. Il a aucun problème, c'est la première prise de parole, c'est normal. Du coup, voilà, c'était plutôt cette question quel héritage pour le transitoire et aussi quel héritage quand tu es sur un modèle plus de copier-coller désiré par, je rebondis sur ce que tu disais, par une préfecture ou une centralisation qui va venir dire on va faire ça un peu loin de nos bases, mais du coup comment c'est perçu par le quartier qui l'accueille. Exemple, par exemple, Coco Velton, je vois qui était vu comme un projet voulu par la préfecture à Marseille et une sorte de grand voisin de Marseille qui a été implanté au milieu de l'Alsace et en fait l'Alsace ne voulait pas vraiment. Voilà. Excusez-moi, peut-être je suis peut-être pas seul à très bien entendre. Tu parles de Coco Velton, c'est ça? Ouais, À Marseille. À Marseille, qui était, je cherche pas Qui est à pointer toujours. du doigt, qui est là pour 3 ans et qui a un modèle qui n'a pas du tout émergé en fait. Et donc du coup la question d'ancrage d'un modèle, tu sais, qui arrive par là comme ça. Voilà, je voulais juste avoir votre ressenti par rapport à ça. Donc, quel héritage pour les modèles un peu copier-coller, enfin quel ancrage pardon, et du coup quel héritage du temporaire. Moi là-dessus, j'aimerais bien qu'on arrive à sortir du transitoire, parce que le transitoire ça suppose qu'il y a un début et une fin. Et du coup, un projet de 18 mois, il y a un début et une fin, il ne se passe plus rien, tant pis, bah voilà, ça, pendant 18 mois, il y a des gens qui ont eu un atelier, on fait des choses, après c'est fini. Je pense que c'est plus intéressant de parler de transition, justement, de transition vers quelque chose, de la préfiguration tout à l'heure. Et c'est ça en fait justement qu'on ne soit pas juste dans un appel à projet qui est là pour 18 mois, parce qu'on sait que du coup ça a été des frais de gardiennage, ça pour soit la collectivité, soit le bailleur, ça reste une belle image, tout ça, et bah, ça en fout tout, dans les faits il ne se passe pas grand chose. Donc c'est comment on arrive à passer un peu ça pour qu'il se passe des choses, pour qu'il y ait de la réciprocité et que ça arrive à préfigurer un peu les usages d'après. C'est pas quelques ans, ça sera pas possible, mais c'est là où il se passe des choses. Là je reviens sur l'exemple de la Flèche d'Or, parce que je trouve qu'il est intéressant. Donc Flèche d'Or ça appartient à un propriétaire privé. Il y a cet appel à projet, on répond, et là tout le monde se dit, presque nos habitants et autres, que là oui en effet, ça serait bien que ce ne soit pas un projet de 6 mois et qu'après ça se finisse et qu'ils fassent les travaux et qu'après comme on n'arrivera pas à apporter ça, sur des petites assos, ça soit rendu et que ça reparte à un lieu qu'on ne voulait pas, même si déjà Kézia avait une idée de préfiguration un petit peu. Mais là du coup ça on l'a repoussé, la mairie 20e s'est dit non mais c'est vrai, on a peut-être fait une connerie, il faut vraiment que ce lieu reste un lieu important. Du coup il faut un vœu pour racheter le lieu. Du coup ça c'est la mairie de Paris fait le vœu de racheter ce lieu, donc c'est en cours, parce que justement ils ont débloqué une enveloppe les chiffres devraient tout le temps, ils font 50 millions des fois, on n'arrive jamais à savoir le droit du faux. Mais que fait la mairie de Paris une fois que le propriétaire de ce lieu? Du coup c'est ça, en fait l'idée c'est qu'ils vont acheter des lieux pour en garder une dimension sociale et culturelle, on ne sait pas encore, ils n'en savent rien. Ils ont débloqué de l'argent, ça ne savent pas comment faire. Ils ont acheté de la barre moderne, ils vont acheter de la barre moderne, ils vont acheter la Flèche d'Or pour en garder une dimension sociale. La clé. Et après on ne sait pas. Et c'est ça. Mais en tout cas, ça qui est intéressant, c'est qu'en fait ils se disent ce qu'ils font, ça c'est intéressant. Et justement, ils veulent que ce soit un lieu qui soit un peu dans l'essence qu'on fait là. Est-ce que ça a beaucoup de récupération? On ne sait pas trop. Quelles vont être les conditions derrière? Si on doit louer au bout du marché, c'est un peu compliqué. Quel est l'engagement de juste on va racheter? Pour l'instant, ils ont fait un vœu à la mairie de Paris officielle. En tout cas, elle est même pas au courant. C'est aussi l'organisation. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent se passer. Est-ce que les salles type Bataclan, ce qui est vendu à Gardard, ça rentre dans cette enveloppe-là? Du coup, tu es carrément sur du culturel, création, diffusion, plus en fait modèle hybride. Sauf qu'une ville, là, ça peut faire du challenge, c'est pas une enveloppe. elle a intérêt à. Est-ce que la question ne serait pas celle du besoin? Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de prévoir un investissement, de se dire on va racheter ce lieu, et sans savoir quoi en faire derrière, parce qu'il ne faudrait pas partir du
besoin du public pour construire le projet? Ça part des besoins du territoire, ça part des besoins plutôt historiques et des territoires. C'est parce qu'il y a aussi tous ces collectifs où les habitants se disent il faut qu'il se passe quelque chose, que c'est racheté, donc pour la moderne, pour la Flèche d'Or, pour la clé aussi qui va être rachetée, qui est quand même vachement défendue au cinéma, dernier cinéma associatif de Paris qui est occupé par plusieurs collectifs également. Et du coup, ils disent voilà, ça va créer une pression qui dit ah oui, en effet, peut-être un peu, si ça devient un lieu racheté par une école privée, etc., on perd un peu l'âme aussi de Paris, et c'est pour ça qu'ils s'enveloppent. Après, ce qu'ils vont faire, on ne sait pas, et ça reste un peu compliqué, mais en tout cas, on voit aussi comment du transitoire, des lieux permettent de changer un peu l'usage, comment les collectivités développent de nouvelles enveloppes, et après, on est en plein dedans. Mais ils ont garanti la destination culturelle. D'accord. C'est une enveloppe justement sur garder les projets culturels sur un mode des lieux culturels pour citoyens. Pour répondre à la question concernant en particulier les grands voisins, déjà, le transitoire, et c'est vrai, on a un peu en globibouillat sémantique malheureusement, mais première saison, on s'était battu pour dire justement c'est temporaire, parce que notre bail, il était temporaire, on n'avait pas cette relation de confiance avec la collectivité pour se faire, je dirais, acteur du projet, même marginal. Nous, on disait temporaire parce que le premier défi, c'était rendre les clés. Puis ensuite, on a glissé vers la transition, justement, ce que tu appelles la transition transitoire, qui finalement recouvre maintenant allègrement de l'intercalaire temporaire et des trucs un peu plus intelligents comme on a essayé de faire au Grand Valais. Malheureusement, après, on est rattrapé par la réalité de comment on fait de la ville aujourd'hui. Tu achètes un foncier quasiment 100 millions d'euros, tu dois faire de la ZAC, donc qu'est-ce qu'il en reste? Architecturalement, il va y avoir des bâtiments qui ne sauteront pas, voilà, notamment la lingerie, le café-bar, qui à un moment dans les réflexions va sauter. Il y a une réflexion, là c'est plutôt sur la programmation architecturale sur les rez-de-chaussée, parce qu'ils ne savaient pas comment faire, donc peut-être que ça va devenir des locaux innovants, mais là encore on est dans... mais ça sera pour qui, à quel coût, etc. Donc ça, c'est encore un peu évanescent. Ça s'est acté, un centre d'hébergement, ça existe. C'est Oran qui va le récupérer, et par contre il y a eu d'autres propositions qui n'ont pas abouti, ou n'aboutiront sans doute pas. Par exemple une conciergerie de quartier, du soft. Il se serait rapproché de ce qu'apportent vraiment les grands voisins aujourd'hui à leurs usagers. Et donc tu as une candidature spontanée qui a été engagée pour devenir faire de la régie de quartier. Là, c'était justement ce rôle un peu bizarroïde que les trois structures qui animent les grands voisins adoptaient par rapport à un aménageur, c'est-à-dire que comme tu es à la fois occupant, praticien de l'urbain, parce que c'est ça aussi, c'est que, mine de rien, en 5 ans, on a légitimé le terme d'urbanisme transitoire, qui n'existait pas du tout avant. On faisait de l'urbanisme tactique, c'était du design d'espace public beaucoup. Là, on revendique une légitimité à dialoguer avec un décideur, un financeur et un archi, un urbain, sur on pense que ça ou ça, ce serait bien. Et donc là, en l'occurrence, c'est vraiment Yes We Camp qui a espéré faire transcrire, peut-être à son usage propre, mais peut-être dans d'autres formes, des modes de faire qui sont les leurs. Et ça, c'est intéressant comme potentiel glissade, même si ça n'a pas été acté, d'un mode d'organisation tiers-lieu vers un mode d'organisation urbain pérenne. Sur le 1% transitoire, en fait, c'est même pas discret hommage au 1% culture des années trop publiques. Déjà, il ne faut pas perdre de vue quand même que les demandes de 1%, il n'y en a pas l'entier. Tu as le 1% art vivant, tu as le 1% transitoire, j'en passe et des meilleurs. À un moment où ça va être difficile de caser tous ces 1% dans la réalité d'un projet. Pardon ? Ça reste que quelques petits pourcents. Ça reste que quelques petits pourcents, mais à la fin, on connaît les logiques des promoteurs, notamment, ça va être le client qui va payer. Je pense que l'exercice a ses limites. Mais ça pose vraiment la question, alors est-ce que c'est un truc... Déjà, est-ce que c'est un truc généralisé? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est forcément... En fait, pour moi, l'enjeu, c'est de rester groupé, quoi. C'est-à-dire, pour moi, ceux qui nous ont causé du tort, c'est ceux qui ont accepté, ceux qui se sont laissés faire, à payer des loyers, à proposer des trucs. Donc, c'est juste comment on se parle, comment on communique sur ces modèles, sur les propositions qui sont faites, sur les résultats effectifs. Moi, vraiment, je pense qu'il y a eu un impact sur la transformation de cet espace, mais on est au cœur de Paris, heureusement qu'ils vont les préserver
un peu des grands voisins, enfin, je veux dire, quoi à perdre. Et par contre, effectivement, il y a des résultats qui existent, ils les ont vus, ils les ont pas vus, mais plus on sera nombreux à les répéter, et plus ça marchera dans le temps, quoi. Là, c'est des questions d'orgas qui sont aussi anciennes que la communauté Tiers-Lieu, d'Anovilab, il y a quand même beaucoup de petites Il y a des ressources, quoi. C'est juste qu'il faut donner à avoir. Ouais. Nous, on n'a pas de prétention d'héritage, on essaie envie de faire école sur l'aboutissement de la propriété, et puis de changer les regards aussi sur la propriété. J'avais croisé au Forum national des intermédiaires beaucoup d'équipes de projets qui étaient des porteurs de projets, de lieux, qui étaient vachement intéressés par la façon dont c'était avancé vers l'utilisation de son lieu. Et quand tu expliques que ça passe par la propriété à travers la coopérative, donc finalement la copropriété, c'est tout de suite un gros mot, quoi. C'est tout de suite un gros mot, et néanmoins c'est la temporalité qu'il nous faut pour développer, faire perdurer le projet, rénover le bâtiment. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Aujourd'hui, c'est pas la ville, c'est pas le plein commune qui va porter la pérennisation du projet. Le promoteur n'en parle pas. Mais on a quand même réussi au démarrage, dans l'aménagement de la ZAC, à lui faire entendre que ce bâtiment au cœur du développement de son quartier, c'était quand même tout, que du culturel, de l'artistique, puisse être là. Donc on espère y arriver et démontrer que la propriété finalement pour un espace culturel c'est pas forcément un gros mot. Après il y a d'autres modes de pérennisation, les points vidéotiques et d'autres choses, mais long terme en tout cas dans le développement d'un projet. Tu as parlé de ces dynamiques-là, on a beaucoup parlé du fait d'avoir des interactions avec les élus, d'aller leur parler pour faire accepter les projets. Qu'est-ce qui faciliterait le faire ensemble, le travailler ensemble entre les porteurs de projets des tiers-lieux et les responsables des collectivités? Qu'est-ce qui permettrait de faciliter vos tâches Faire bloc, je pense que c'est le number one. On peut tous ensemble, de toute façon. Partager nos discours, nos trucs pour finalement avoir un langage commun, quoi. C'est pas toujours parce qu'il y a des univers urbanistes, artistiques, environnementaux, enfin on a différentes origines, qu'on arrive finalement à parvenir aux mêmes conclusions, quoi. Et ça se fait de manière frontale, forcément. Non. Tu sais faire bloc. Non, mais faire bloc, rester groupé. Entre porteurs de projets. Entre porteurs de projets et entre lieux. Et ensuite, dans le dialogue. Faire des apéros vieux. La main et Juliette. On a qu'à faire ça. On fait un apéro, c'est tiers-lieux. On pourrait faire une table ronde avant. Le truc, c'est que ça fonctionne forcément de manière affinitaire, c'est-à-dire mieux qu'organiser des syndicalisations du truc sous l'égide de l'État. C'est pour le coup une bonne idée de l'État, quoi. C'est normal d'avoir un chef de file, un truc bien vertical avec des délégués régionaux. Déjà, c'est pas ma culture, mais globalement, on sent bien que à un moment, ça va pas être opérationnel, quoi. C'est complètement. Moi, je le vois fonctionner. Parce que je suis dans leur boucle Telegram, j'ai dû installer Telegram pour communiquer avec l'État, parce que je trouve ça extraordinaire. Et en fait, c'est le bordel, quoi. C'est juste encore plus le bordel que la manière dont on s'organise nous. Après, c'est peut-être aussi l'effet pervers aussi de l'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'après, finalement, on vient quelque chose qui devient immatériel, une sorte de liage de papier. Je pense par exemple à un équivalent dans le monde des artistes et de leur accompagnement à leur professionnalisation, parce que la cité a des sodavis. Bon voilà, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait sodavis, mais bon, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a du temps, les gens se déplacent en plus de France, c'est bien, c'est un investissement. Déjà d'être sur place, et ensuite d'y aller aussi. Finalement, il en ressort pas grand-chose. C'est juste le papier, c'est juste pour le ministère de la Culture pouvoir sortir à la famille. Regardez, on a quand même mis en place des temps de réflexion, de dialogue, etc. Puis après, ça ne se passe rien. Donc juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la verticalité d'une structure supposément démocratique, qui est tout participatif.
qui est aussi un mot un peu tricky. Ouais, on a peur des systèmes qui aiment les systèmes. De ce que j'aperçois, ce que j'analyse de ce que tu as dit, c'est un peu toutes ces procédures. Au final, moi j'ai l'impression que celui qui va en pâtir, c'est l'utilisateur. Je reviens sur la dimension publique. Vous créez des tiers-lieux pour la population qui va venir l'utiliser et qui va venir en bénéficier. Et en gros, en gardant ça à l'esprit, comment on essaye de faire en sorte que le bénéficiaire puisse accéder à ça et que du coup le tiers-lieu rayonne au maximum. En fait, pour rebondir sur le tiers-lieu et territoire, en fait, quelles sont les bonnes pratiques en gardant à l'esprit, sortant du politique, et en gardant à l'esprit l'utilisateur, comment on fait en sorte d'aller l'atteindre, comment on fait en sorte de lui proposer un lieu, alors on a parlé du besoin, qui lui correspondent, qui touchent plus de Je dirais, dans un premier temps, il faut accueillir les bonnes initiatives et entretenir les dynamiques de respiration avec les gens qui viennent et qui pourraient avoir des envies. Donc il faut miser sur la médiation et l'accueil. Et puis ensuite faire ensemble, accompagner, peut-être jusqu'à la professionnalisation, mais en tout cas sur du petit projet, ça peut être de l'accueil d'anniversaires, des événements privés, à carrément monter un festoche, enfin voilà, après le panorama est super large. Mais voilà, ça, moi je pense que ça crédibilise vachement l'ancrage, parce que tu donnes une réalité, enfin une dimension de réalité, simplement à des habitants qui s'emparent d'un lieu et qui le font leur. Voilà, et en bout de quelques années, je rebondis sur ce que tu disais, tu peux avoir cette dynamique de mobilisation quand le tiers-lieu ou la diffusion de création culturelle est en danger. Les gens, en fait, c'est une partie de leur vie. Voilà, c'est une partie de leur enfance et tout le monde se met ensemble pour dire que c'est un bien commun. Voilà. C'était ça, justement, je voulais garder à l'esprit le côté appropriation, se créer des souvenirs, se créer un maillage avec le lieu et du coup avec le territoire, de plus avoir, c'est un jugement de valeur, mais d'avoir des tiers-lieux qui peuvent être perçus comme des verrues un petit peu, où il n'y a pas de perméabilité réellement avec le territoire. Comment le territoire, là, les politiques ou les tiers-lieux. Là on revient à une histoire de moyens. Enfin, je me souviens du Mondeur à ce moment-là par exemple, je veux dire quand tu as 0 €, tu peux pas passer tes week-ends entiers, tes trucs dans des écoles ou dans des partenaires du territoire, parce qu'effectivement il y a un moment donné tu dois fabriquer des moyens et tu n'inventes pas ce temps passé, cette envie de faire ensemble si tu perds. Il y a toujours un moment où ça doit passer par des moyens pour le faire. Sinon, effectivement, on a l'impression que tu es en huis clos, mais tu es juste en train de travailler dans ton atelier pour essayer peut-être de te nourrir. C'est peut-être aussi pas, non plus l'objectif affiché du monde. Alors, tu vois, je vois vraiment un moment que les mecs, s'ils voulaient vraiment faire un projet avec les habitants, ils changeraient leur objectif de vie, de travail, et effectivement, ça pousse à la recherche de moyens pour faciliter un peu de temps. Peut-être plus dans une optique quand même. Est-ce à la recherche de moyens? Oui, mais ils aimeraient bien, mais si tu veux des moyens, tu peux mettre les moyens pour avoir les moyens. Or, eux, c'est pas, à mon avis, leur priorité. Et voilà, même si je trouve ça très respectable artistiquement et tout ça, mais je ressens pas de. C'est pas la primauté de leur action sur le territoire. Ils apprécient, il y a des choses qui se passent, mais pas l'impression qu'en soi. C'est pas l'objectif numéro 1. En tout cas, j'ai l'impression que, je ne voudrais pas dire tel ou tel lieu, pour moi c'est juste effectivement, il y a eu ce débat dans tous les lieux sur la question de la priorité, c'est-à-dire comment tu fais, tu es un espace de travail partagé ou tu es un lieu ouvert aux autres, et l'endroit entre le travail et le projet est souvent un vrai déclencheur. Soit tu as un espace partagé, un espace de travail. Ça, c'est la pensée un peu qui est arrivée fortement dans les tiers-lieux, de dire on fait du coworking. Donc, est-ce qu'on fait du coworking, est-ce qu'on partage une photocopieuse ou est-ce qu'on partage un projet commun? Et ça, là, il y a eu un moment où tu peux faire comme tu veux, c'est tout. Soit tu cowork, alors si tu cowork avec des artistes, ils ont des espèces de travail un peu adaptés.
à leur pratique, mais soit tu cowork, soit tu t'ouvres, effectivement, tu défends un projet commun qui, lui, irrigue le territoire. Mais la priorité, c'est de travailler ou c'est faire le projet commun, tu te mets bénévolement sur ton engagement personnel à ce sujet, ou tu crées un emploi pour aller chercher les moyens de... Tu vois, et là, il y a toujours soit un peu de temps, quoi. Il y a des collectifs que tu arrives à voir, ils sont là depuis je sais pas combien de temps, et ils sont toujours sur des modèles à un emploi pour 250 résidents. C'est un modèle, tu dis, bah, bon courage, mec. C'est bien. Après, l'ouverture, elle n'est pas que, c'est pas que l'ouverture mentale, spirituelle, il y a aussi l'ouverture physique. Ouais. Je vois, nous, à 6B, on est par... Alors ça, c'est du design. C'est un truc trop cool. Architecturalement, un lieu complètement ouvert, perméable, où en fait on peut croiser n'importe qui, n'importe quel habitant qui passe par là, qui a envie de visiter, qui a envie de se balader, qui a envie de voir le canal, qui trouve que la plage c'est cool et qui ne savait pas que ça existait. Et l'ouverture physique est aussi importante. Après, tous les lieux n'ont pas la configuration qui le permet. Mais du coup, le lien avec le territoire est plus simple. Le lieu, c'est important. Le lieu, le bâtiment, le lieu physique, c'est... Voilà, on ne choisit pas des fois son lieu, mais... On touche à la fin de la table ronde. Il y a des gens regardés dans le bâtiment, des je sais pas si participants tu qui vois arrivent. les portes là, parce qu'ils disent je suis à l'apéro sérieux, mais je ne vois pas. Jean-Philippe, tu voulais dire quelque chose Non, c'est ce que j'allais dire. Je vais pas rebondir. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à dire ou on ouvre directement les bières? C'est que peut-être une des clés pour l'ancrage territorial, ce serait justement un certain désancrage du territoire. C'est-à-dire vraiment, voilà, en tout cas sur des territoires complexes comme celui, mais bon, c'est pas comme celui de tant d'autres, comme celui du 93 particulièrement, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont souvent cloisonnés culturellement, en fait. C'est-à-dire que on leur il y a peut-être peu de moments dans leur vie où on leur dit voilà, en fait, tu as la possibilité de sortir de chez toi, d'aller découvrir ailleurs, etc. Alors que pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose qu'on nous a appris depuis l'enfance, en tout cas, plus loin. Et que là, en fait, c'est vraiment très loin d'être une évidence. Donc, en fait, pouvoir proposer un projet qui ancre les territoires, justement, mais avec un contraste avec un autre territoire, justement, qui soit vraiment radicalement différent, avec des cultures différentes, des choses fortes et choses différentes, mais qui les ramènent à la temporalité. Parce qu'en fait, là, je pense que voilà, ce type de désancrage qui forcément doit faire appel à une sorte pas mal de créativité qui est possible, peut permettre justement à la gens de dire en fait, ces gens-là, ils vivent ailleurs, mais ils sont comme nous, et pourtant, c'est la même chose, et tiens, et là, en fait, on peut commencer à ouvrir des portes pour les gens se posent des questions, réfléchissent et envie de découvrir. Et ça, en plus, ça mérite de faire intervenir des personnalités, des groupes d'individus qui viennent aussi de notre territoire. Dignité, ignite, dignifier, je ne sais pas, une étincelle. Quelque chose, après c'est libre. Mais voilà, avoir des échanges de pratiques. Mettre le doigt dans... Je pense que c'est exactement ce qu'on pourra faire lors des Olympiades culturelles. On va essayer de reconstruire et d'expérimenter des nouvelles pratiques. À un moment où tu as des établissements culturels qui cherchent à se pérenniser et à s'ancrer sur le long terme, peut-être retrouver une forme d'expérimentation de faire ensemble, de plein mailler le territoire et de retrouver le contact avec le public. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci Laurent pour l'animation, je t'explique. Merci de nous avoir éclairé vos expériences, vos regards, expertise.